Depuis les 25 dernières années, la gestion des chocs et de la réanimation volumique a beaucoup évolué. On est passé de River à Process, puis c'est devenu complexe, alors que ça semblait simple au début. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller un peu plus loin que tout ça. On va essayer d'aller plus loin que la TAM, le lactate et la quantité de liquide qu'on doit donner par le poids. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Allô Matt, comment ça va? Hey, salut Yann, ça va super bien et toi? Oui, très content d'être avec toi aujourd'hui. On embarque un peu dans la deuxième partie de notre discussion sur les réanimations puis sur le volume. Puis on a à nouveau Dr Philippe Rolla avec nous. Salut Philippe, Allô, merci de m'avoir. ça va bien? Oui, ça va. Excellent. Alors Philippe, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est chef des soins intensifs de l'hôpital Santa Cabrini. Il est l'auteur du blog Thinking Critical Care, puis il est le fondateur des congrès HNR. Alors, Philippe, aujourd'hui, merci d'être avec nous, première des choses. Puis, je veux parler avec toi de ce qu'on appelle les 4 interfaces circulatoires. Alors, je sais que tu es en attente de publication sur ce principe-là, puis il y a beaucoup d'auteurs avec toi là-dessus. Donc, je veux qu'on parle de ça. Je vais vous les expliquer très, très, très brièvement. En fait, je vais vous les titrer, puis après ça, Philippe, tu pourras embarquer dans le vif du sujet. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que, au fond, c'est comment la circulation fonctionne. Donc, la première interface, c'est du ventricule gauche aux artères. Le deuxième, c'est des artérioles aux capillaires. Puis, le troisième, c'est des capillaires au système veineux. Et la quatrième, c'est du ventricule droit à l'artère pulmonaire. Donc, essentiellement, c'est toute la circulation du sang. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'il y a un, deux ou trois ou quatre qui sont découplés, ben, on va avoir un choc. Donc, le questionnement, ça va être de voir c'est quoi l'approche que tu nous proposes, Philippe, pour commencer à évaluer, puis à essayer de bien comprendre ça, puis d'avoir une vision un peu différente de l'approche, en fait, une approche intégrée là, du choc. Donc, peux-tu commencer avec le premier, y aller dans l'ordre 1, 2, 3, 4, puis nous donner un peu sommairement ce que c'est, puis comment on les évalue au bedside, là, au chevet des patients? C'est bon. Alors, merci Yann. Euh, je pense que d'abord, il faut comprendre que le but en arrière du concept des interfaces, là, qui est venu à travers des maintes et maintes discussions de plusieurs membres de la faculté H&R, que je pense que ces interfaces-là, c'est ce que n'importe quel vraiment bon réanimateur regarde. Mais souvent, on va le regarder un peu de façon sans que ce soit vraiment organisé. Et je pense que c'est important, surtout pour ceux qui apprennent à faire la réanimation, comme les résidents, les fellows, etc., euh, d'avoir approche qui quand même va regarder chacune de ces interfaces-là. Évidemment, il y a différents niveaux de sophistication avec lesquels on peut évaluer, mais probablement que la partie la plus importante, c'est de trouver quelque chose pour les regarder. Alors, comme tu as nommé les 4 interfaces, euh, je vais y aller un peu dans chacune de celles-là et voir quelles sont les choses communes qu'on peut faire pour les évaluer. Alors, la première chose, c'est le concept de couplage. Quand on a des changements d'un type de circulation à une autre, comme de la pompe au premier vaisseau, etc., il faut que la machine les paramètres des deux côtés soient dans un certain, dans un certain barème. Quand ça débarque un peu trop d'un côté ou de l'autre, les choses ne vont pas. Par exemple, si on regarde le ventricule gauche à artérielle, si la pression artérielle est hyper élevée, comme une crise hypertensive, le cœur va avoir de la misère à fournir, il va faire un édème pulmonaire, les pressions de l'oreille gauche vont être tellement élevées. Ça, c'est un coupling où la pression est trop haute. Si le ventricule juste tout seul n'est pas capable de pomper, il y a une FEVG qui est basse, malgré une TAM normale ou même basse, mais ça c'est vraiment un découplage au niveau de la pompe, là. Euh, alors la façon la plus simple de regarder le couplage en tant que tel, c'est la FEVG. Ça c'est vraiment une mesure justement du couplage. C'est pas une mesure très bonne de débit cardiaque. Pour ça, il faut faire autre chose. Et ce qu'il faut faire aussi quand on regarde la première interface, c'est regarder une mesure du stroke volume, du débit cardiaque. Donc, regarder un VTI
où on peut se faire une idée quand même qui est pas trop mal en regardant un pulse pressure. Euh, Ça, c'est les choses qu'on va vraiment plus ou moins regarder pour. C'est sûr qu'on peut regarder un peu plus en détail, on peut faire du tissue Doppler sur le ventricule, puis être un peu plus fancy si on veut. Mais grossièrement, si on a un pulse pressure qui est normal, un VTI qui est correct, une FEVG qui est raisonnable, on sait qu'il n'y a pas tellement de problèmes de ce côté-là. Euh, Ensuite, si on passe à l'interface 2, ça c'est probablement l'interface la plus importante dans le sens que c'est là où la perfusion, où on rentre dans le lit pour perfuser les tissus. Malheureusement, en ce moment, de façon pratique, on a vraiment juste le temps de refill capillaire et le score de Mottling, qui sont à peu près les seules choses qu'on peut faire. On n'a pas vraiment un outil très, très précis pour ça. Il y a du data très, très, très intéressant là, sur la capillároscopie. Regardez le flux, la rapidité avec laquelle les érythrocytes traversent les capillaires, la densité des capillaires, etc. Mais malheureusement, c'est pas vraiment disponible au chevet pour la majorité des cliniciens. C'est vraiment un outil de recherche. Mais à espérer que ça se démocratise dans les prochaines années. C'est quoi pour toi le temps de capillaire qui serait logique là, ou essayer de viser, ou l'amélioration en fait en temps de capillaire que tu vises? Pour ça, on a remercié Glenn Hernandez, qui est l'auteur, le chercheur en arrière de l'étude Andromeda, qui a quand même établi là, qu'un cap refill time en dessous de 3 secondes, c'est peut-être pas trop pire, et que plus que 3 secondes, c'est probablement pas trop bien. Mais on le sait, si on le voit, un cap refill time qui est normal, là, c'est dans le coin d'1,5 secondes au moins. Alors, 3, je pense que c'est sûr que la peau, c'est un peu ce qu'on sacrifie parce que c'est très tough. Euh, alors, quand la peau est bien perfusée, le reste des organes en général est correct. Et c'est sûr que quand on commence à tomber plus que 3 secondes, ça se peut que la perfusion organique soit pas si pire, mais on est à risque là. Oui, puis si on revient en première interface, juste pour parler un peu des valeurs, bon, on sait qu'une fraction d'éjection en haut de 30%, c'est bien, là, c'est pas optimal, en haut de 50, on est content, mais un VTI que tu considères comme étant dans les limites acceptables de la normale dans un patient en choc, ça serait quoi pour toi? En général, on parle de plus que 17 ou 18 là, dans ce coin-là. OK, puis souvent, moi, ce que j'aime dire aux résidents, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est que le chiffre est bien important, mais c'est surtout l'évolution du chiffre qui est important. Absolument. C'est de voir dans quelle direction on s'en va. Est-ce qu'on s'améliore? Est-ce qu'on stagne? Etc. Est-ce que nos interventions vont avoir un effet sur tous ces beaux chiffres-là qu'on est capable de faire? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a l'habilité de l'expérimentateur qui peut varier là, d'un patient à l'autre, puis l'écogénicité des patients aussi, des fois, qui n'est pas toujours optimale. Bref, je te laisse aller. Non, non, absolument, c'est un très bon point. Oui, je suis absolument aussi d'accord, là, un point sur le VTI. Je pense pas que c'est un examen très précis, surtout quand on le regarde dans le temps, avec des positions différentes, etc. Moi, je prends toujours une variation de 10%. Pour moi, je suis pas sûr si c'est vraiment. C'est encourageant, ok, si c'est dans la bonne direction, mais je me sentirais pas super satisfait, là. Je pense que j'aimerais avoir des différences plus marquées que ça là, pour me dire que oui, je sais, là, dans le coin de 20% de différence, là, je dis ok, je pense c'est plutôt vrai. Là. Et évidemment, l'expérience de l'opérateur va avoir un impact significatif. Pour donner un ordre d'idée, exemple, vous avez un VTI à 10, vous débutez un inotrope et vous montez à 18, on est content. Absolument, oui. De 17 à 18, pas sûr que ça a changé quelque chose. Exact. Bref, interface 3 maintenant. Interface 3. Alors ça, c'est celle un peu qu'on travaille là, quand même dans les dernières années. Là. Toutes les choses au niveau de la congestion splanchnique. Donc, regardez juste la pléthoricité de la veine cave, le vexus, la veine fémorale, même regarder les veines jugulaires. Toutes ces choses-là vont nous dire alors qu'il commence à se faire un découplage entre les pressions veineuses qui, si ça devient trop élevé, si ce qu'on appelle le mean systemic filling pressure, je m'excuse, je ne suis pas familier avec le terme parfait en français pour ça, mais si ça devient trop élevé, ben ça, c'est un peu c'est le back pressure, c'est le afterload de tout le lit capillaire. Alors oui, on parle, souvent il y en a beaucoup qui vont dire, ben, de toute façon, il y a le waterfall. Alors, peu importe ce qu'il y a
puis la pression qui est de l'autre côté du waterfall, ça va s'en venir. Oui, ça va s'en venir, mais c'est pas, faut pas oublier que ça, c'est pas la destination finale. Il faut quand même que ça traverse tout le long. Alors, il y a un gradient quand même qui va se faire là, du capillaire immédiatement post-artériolaire jusqu'à ce qu'il se rende à une vénule. Il faut quand même que ça traverse. Puis si le gradient est pas assez haut, là, il se fait de la congestion, ben c'est là qu'il se fait de l'édème dans les tissus, de l'édème dans les organes, surtout les organes encapsulés, etc. Euh, ensuite, finalement, il y a l'interface 4, qui est le ventricule droit à l'artère pulmonaire. Alors ça aussi, ça s'évalue d'une façon, donc le TAPSI est probablement le mouvement de l'annulus tricuspidien en systole, c'est l'équivalent plus ou moins là, de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Oui, on peut regarder une fraction d'éjection du ventricule droit, mais c'est un peu plus complexe à faire, là. Le fractional area change, où on regarde les airs et tout ça. Mais le TAPSI est quand même assez simple et fiable et assez bien mesuré. Je considérais le TAPSI plus facile et fiable à mesurer, par exemple, que le VTI. Et ensuite, c'était important de regarder si on peut aussi mesurer la pression de l'artère pulmonaire pour se faire une idée du ratio entre le TAPSI et le PSP. C'est quelque chose quand même qui a été utilisé dans la littérature pour déterminer le découplage entre le ventricule droit et le système artériel pulmonaire. Mhm. Nos résidents sont pas mal ferrés en TAPSI en général, hein. Ils arrivent puis ils savent, mais moi, je suis toujours fasciné de voir à quel point ils font des grands yeux quand je leur demande de calculer la PAP. Puis pour eux, ça a l'air être rocket science, là, si on veut. Mais un coup qu'on leur montre, ils se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça. Donc, d'avoir ça dans son arsenal, c'est une bonne chose parce que lorsqu'on est capable d'avoir notre ratio TAPSI sur la pression artérielle pulmonaire systolique, ça nous aide beaucoup. Puis, comme valeur en général, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on veut être en haut de 0,3 parce qu'en bas de 0,3, ça veut dire qu'on est à pas mal on découple fortement au niveau de l'interface 4. Là. Important de noter que toute cette littérature-là vient de l'hypertension pulmonaire chronique. Alors, à ce que je sache, là, on n'a pas vraiment de littérature dans l'aigu. Là. Je sais qu'il y en a quelques groupes qui travaillent ça. Là. Matt Schuba, que tu connais à Cleveland Clinic, sont en train de regarder des choses un peu plus dans l'aigu parce que simplement le data n'existe pas dans le choc aigu là, sur ça. Là. OK. Excellent. Fait que ça fait, ben, écoute, je trouve que ça fait un bon résumé. Évidemment, les 4 interfaces, c'est beaucoup plus complexe. Puis comme on a dit avant d'enregistrer, je pense que chacune des interfaces pourrait avoir un talk de 2 heures pour l'expliquer. J'aimerais ça, avant de continuer l'intégration de ça, qu'on parle un peu du diagramme Forrester modifié. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous devez le connaître sans savoir que c'est le diagramme de Foster. Ça a été fait il y a plusieurs décennies là, sur le débit cardiaque indexé versus le wedge là, chez les patients post-infarctus. Puis, Dr. Kenny en a fait a pris ce concept-là, puis il l'a modifié un peu pour l'adapter un peu à nos patients en choc, en parlant surtout du VTI, justement, comme on parlait en début, et du Vexus. Fait que es-tu capable de nous expliquer ça, même si on n'a pas d'image, là, il va y avoir les notes dans la balado, mais pour l'instant, d'essayer de nous expliquer un peu que ça donne, ça sépare les patients un peu en 4 groupes, là, d'une certaine manière. Exact, ben oui. Alors, je pense que on peut l'utiliser en concept, puis on peut presque remplacer les deux sets de valeurs par n'importe quelle mesure de forward flow, là, de débit cardiaque, et à l'horizontale, n'importe quel débit de congestion. Alors, si on peut imaginer les 4 cadrans, si on regarde où on veut être, c'est être en haut à gauche, le quadrant 1, ça c'est le patient qui est ce qu'on appellerait qui est warm, qui est bien perfusé, et dry. Alors, le patient qui est sec et bien perfusé, ça, c'est la normale, c'est ce qu'on est. Alors, par contre, si le débit cardiaque baisse, il peut se retrouver cold and dry. Et ensuite, si on se déplace vers la droite ça, c'est le cadran, en fait. Je suis désolé, j'aurais passé du cadran 1 au cadran 2. Le cadran 2, c'est le warm and wet. Le cadran 3, c'est le cold and dry. Le cadran 4, c'est cold and wet, qui est probablement le pire. Et je pense que c'est important de servir de ça un peu comme un GPS ou un peu comme une carte de route d'où part le patient. D'emblée, ça va nous donner un peu une idée
que si le patient est, par exemple, il est du côté wet, ben c'est probablement pas du volume qui va vraiment aider la, la trajectoire, parce que probablement que ça va au moins, peut-être que ça va le rendre un peu plus warm, qui n'est pas une mauvaise chose, mais peut-être que ça va le rendre aussi un peu plus wet, qui est probablement pas une bonne chose en même temps. Euh, mais c'est de se servir de ça un peu pour voir avec nos interventions où s'en va le patient. Puis évidemment, le but, c'est toujours d'amener le patient vers le quadrant 1, d'être warm and dry. Oui. Alors, tu sais, d'une certaine manière, en fait, comme tu as dit au début, ben, souvent les gens qui savent bien réanimer, qui sont à l'aise, qui ont de l'expérience, vont faire toutes ces choses-là de façon un peu intuitive. Moi, la première fois que tu me parlais de ces interfaces-là, Mhm. j'étais un peu dubitatif, puis tu me dis, non, tu fais déjà ça. C'est juste que tu sais pas que tu le fais. Tu sais, tu le fais parce que tu as développé ça avec les années, l'expérience, ça. Puis, en effet, lorsque tu lis ce qui est écrit par rapport à ça, ce que vous avez en attente de publication, ben effectivement, c'est ça que la plupart des réanimateurs, des médecins de soins intensifs vont faire de façon intuitive. Alors, globalement, si on résume, puis après ça, on va peut-être y aller avec des exemples un peu là, pour sortir un peu de toute la théorie, puis tu nous donneras un peu quelques exemples là, de où est-ce que ça peut être utile de réfléchir de cette façon-là. Donc, on peut diviser ça en 3 étapes. Donc, au début, vous avez un patient qui est devant vous, qui est en choc, clairement. Donc, il faut essayer de le placer dans le diagramme, évaluer s'il est warm dry, warm wet, cold dry ou cold wet, puis voir un peu on est où à l'intérieur de ça, puis de pouvoir, puis de le faire à la lumière avec notre VTI, de toucher notre patient, de l'examiner, puis de voir aussi notre Vexus, donc la quantité de liquide qu'il y a à l'intérieur de lui. Un coup, ça s'est fait, puis vous l'avez bien placé, ben là, on peut revenir avec ce que tu expliquais tantôt. Donc, on regarde les 4 interfaces, on regarde il est où le découplage, il est où la section, là où les sections qui sont découplées, puis essayer d'intervenir là-dessus. Puis à la suite de ça, bien, on évalue la progression, puis on voit il est rendu où le patient dans le diagramme. Est-ce qu'il s'est rapproché du cadran numéro 1, celui qu'on vise, d'avoir un patient qui est chaud puis qui tire sur le côté sèche, là, parce qu'on s'entend quand on dit sèche, on ne veut pas dire déshydraté, on veut juste dire euvolémique, là, évidemment. Alors, c'est un peu ça, les 3 étapes. Donc, j'aimerais ça que tu me donnes peut-être 1 ou 2 exemples là, de patients typiques qui pourraient un peu nous surprendre ou un peu nous dire comment adopter ce genre de méthode de fonctionnement. Mhm. Alors, on peut commencer juste par un exemple super simple, là, puis non compliqué. Le patient qui est purement hypovolémique. Purement hypovolémique, là, il aurait pu être hypovolémique sur, je sais pas, des diarrhées massives, il a avalé pas mal de Lasix sans s'en rendre compte, peu importe. Euh, alors lui, si on le regarde au niveau des 4 interfaces, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir un très bon couplage interface 1, une fraction d'injection qui probablement va être augmentée, mais il va avoir un VTI qui va être bas. Ensuite, il va avoir à l'interface 2, il va avoir un cap refill probablement un peu prolongé parce qu'il n'y a pas un bon, il y a pas un bon débit cardiaque qui rentre là. L'interface 3, il va avoir une toute petite veine cave. Il n'y aura aucun problème à l'interface 3. L'interface 4, il va avoir un très bon tapier, aucun problème de ce niveau-là. Ça, c'est le patient purement hypovolémique. Après ça, comment on s'en sert? Lui, il est cold and dry. Alors lui, il redonne du volume, puis on continue de réévaluer ces choses-là. Puis à un moment donné, quand ton VTI est acceptable, ton cap refill time commence à rentrer dans l'ordre, that's it, you're done. Ça, c'est assez simple, mais c'est clair que c'est ça qu'il lui fallait. Euh, et ça, probablement que à peu près n'importe qui l'aurait aussi fait à l'aveugle, ou ça peut être fait juste en regardant et dire, oh, ces jugulaires sont même pas visibles si on le fait de façon très traditionnelle. Là. Il était plutôt froid au toucher, les jugulaires n'étaient pas visibles, son cœur est très dynamique à l'auscultation, la palpation, etc. Bon, c'est beau. Des fois, ça peut demander un peu plus, par exemple. Un cas assez commun qui peut se passer comme ça, c'est, disons, un patient qui arrive en choc septique. Alors, il se fait donner le standard là, de réanimation volémique initiale, il fait partir sur la lévo. Et puis, si on, par exemple, on prenait une approche traditionnelle, si on veut, de juste regarder les signes vitaux, la TAM, le lactate, etc., on pourrait être satisfait. Par exemple, on pourrait avoir une TAM à 70. Euh, mais en fait, si on ne regarde pas son refill capillaire, puis son refill capillaire est en fait à 4,5, ben oh,
cette dame-là, elle a pas l'air de faire la job. Si on regardait un peu plus profondément, c'est peut-être parce que, en fait, il y a aussi une cardiomyopathie septique, puis quand on a mis la lévo, puis on a remonté sa TAM, ben là, tout d'un coup, là, sa fraction d'éjection est rendue à 25, puis son VTI est à 11. Et puis, on n'est pas dans un bon état, là. Puis là, quand le lactate monte sur le prochain labo 3 heures plus tard, c'est pas parce qu'il est si malade que ça, c'est parce on n'a pas, on n'a pas vu que son interfaçant était uncoupled, puis en fait, lui avait besoin de Levo plus de bumirinone et un suivi pour voir s'il allait répondre à ça. C'est intéressant ce cas-là parce qu'on le voit souvent, hein. On le voit à rebours, on arrive après la réanimation initiale des urgentologues, puis lorsque les choses évoluent, là, on voit que il y avait une cardiomyopathie septique qui nous a comme un peu passé sous le nez. Fait que, tu vois, moi, cet exemple-là est très, très, très parlant pour l'efficacité de cette approche-là par interface. Mhm. Évidemment, l'autre classique qu'on voit, c'est le patient qui est, disons, le même patient qui est arrivé, puis il est rendu à son 7e litre, parce que miraculeusement, le 7e allait marcher alors que le 6e n'avait pas marché. Euh, et J'aime ton ironie. alors, je pense que si on pense à ça d'une façon bayésienne, ça marcherait pas trop. Euh, Mais par exemple, si on commence à regarder les interfaces, on peut regarder son interface 1 qui peut être tout à fait correct. Son VTI est peut-être très raisonnable, sa fraction d'éjection est peut-être raisonnable, mais il demeure avec une vasoplégie importante et à force de donner du volume pour augmenter le mean systemic filling pressure plutôt que de le restaurer avec des doses de vasopresseurs plus agressives, ben on finit par avoir un cap refill qui est prolongé parce que là, maintenant, si on regarde sa veine cave, elle est rendue à 23 mm, elle ne bouge pas du tout. Parce que peut-être à la base, je ne sais pas s'il y avait un petit quelque chose du cœur droit, c'était peut-être un MPOC qui avait un peu d'hypertension pulmonaire, mais il n'est juste pas tellement tolérant. Puis là, il congestionne ses tissus, son cap refill time est prolongé et on lui a juste donné trop de volume, là. Alors, je pense que ça, c'est plein de choses que si on ne regarde pas, au moins d'une certaine façon, on peut passer complètement à côté. Et après ça, ça donne un peu plus de fil à retordre plus tard ou ça peut avoir des encore pires conséquences. C'est des excellents exemples. Merci, Phil, parce que, tu sais, on l'a dit d'entrée de jeu, là, c'est un peu difficile à expliquer juste avec de l'audio. Mais, tu sais, moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'au fond, on essaye d'aller vers une réanimation personnalisée le plus possible. Puis, on le dit souvent que c'est pas one size fit all, ça se peut pas toujours. Il faut essayer de s'habituer à évaluer, à examiner, à prendre notre temps avec chacun des patients, puis à y donner du temps aux patients pour s'améliorer, puis pour nous, à nous donner du temps aussi pour voir venir. L'observation fait partie d'une grosse portion de notre travail. C'est important de comprendre que la littérature va supporter plusieurs aspects justement de cette réanimation personnalisée, ça, mais encore pris comme un tout, comme toi tu le penses, puis vous l'avez pensé dans votre article à venir, ça n'a pas encore démontré que ça améliore la survie, sauf que c'est logique et ça plaît à l'esprit d'essayer d'aller vers je pourrais dire, cette non-standardisation-là. Quand je veux dire standardisé, je veux dire de prendre ça un patient à la fois. Je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ça, puis je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu dans votre processus de publication, mais je pense que c'est important que ça, les gens qui nous écoutent le comprennent. Mhm. Ben, c'est sûr je pense qu'il faut regarder la réanimation circulatoire, c'est une chaîne, là. Puis si on ne s'assure pas que tous les maillons sont corrects, on peut manquer le maillon faible et tout le beau travail qu'on peut faire sur les autres comptera pas tellement. Oui, l'article est en revue. C'est sûr que c'est pas un concept qui va plaire à tout le monde, c'est certain, parce que c'est pas quelque chose qui va permettre un protocole de réanimation simple et facile basé sur le poids ou la couleur des cheveux ou quelque chose comme ça, qui se fait facilement à distance et sans avoir besoin de temps au chevet surtout d'habilité échographique et ou invasive autrement, là. Euh, alors, je pense que c'est vraiment pour les cliniciens qui sont au chevet. Ça, je pense que c'est l'antithèse tu sais,
la des protocolarisation. trialists, là, ceux qui veulent faire des grosses recherches de 2000 patients, ça c'est une catastrophe parce que l'algorithme deviendrait tellement complexe. Euh, mais je pense que il va y avoir Andromeda 3. Andromeda 2 est déjà presque fini de recruter. Andromeda 3 va amener encore un peu plus de personnalisation au niveau de la congestion veineuse, des choses comme ça. Alors, je pense que ce sera pas si long qu'il va avoir quelque chose qui va quand même regarder, jeter un petit coup d'œil aux quatre interfaces. Puis je pense que c'est tout ce qui est vraiment nécessaire. Là. Je pense pas que ça a toujours besoin. C'est sûr que des fois, il va y avoir des zones où ça, comme n'importe quelle clinique, où ça va devenir plus complexe, puis toutes les interfaces sont un peu touchées. Alors là, ça va être un peu du travail à dire, ben, là, je vais faire ça, je vais voir comment ça répond. Puis là, oui, là, ça devient un peu plus important probablement d'être capable de dire, ben là, qu'est-ce que ça fait à mon TAP sur PSP, de regarder vraiment est-ce que ma Myrina a vraiment augmenté mon VTI, de décider de mettre un SWAN pour vraiment mesurer le débit et les pressions de façon vraiment mesurable pour voir si on a des deltas avec un peu plus de précision que l'écho. C'est sûr qu'il va y avoir des cas gris, mais il y a aussi beaucoup de cas qui sont quand même assez straightforward que juste de jeter un petit coup d'œil à chacune de ces interfaces-là peut certainement éviter des erreurs ou de passer à côté de quelque chose qui pourrait être échappable. Ouais. Bon, clairement, c'était une excellente introduction. Puis là, je fais une annonce à tout le monde. En fait, pour ceux qui ça les intéresse, ça les allume, ils veulent en savoir plus. Je pense que la bonne chose à faire, c'est de se présenter puis de s'inscrire à ton congrès, Philippe. Le HNR 2025 de cette année, qui je pense c'est du 21 au 24 mai, là, à moins que je me trompe. Là. Je pense que dans ce congrès-là, ce genre de réflexion-là, de talk là, qu'on va avoir, va vraiment pousser la réflexion plus loin, puis ça va pouvoir allumer le monde, puis il va y avoir des workshops aussi pour travailler un peu toutes ces étapes-là, des interfaces, des étapes de réflexion, puis de l'approche, en fait, intégrée là, des interfaces circulatoires. Alors, j'invite tout le monde à s'inscrire. On va être là, puis on espère que ça va allumer ou titiller les gens un petit peu à ça. Donc, gênez-vous pas. Puis il y a une portion qui est également en ligne là, pour les gens qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, qui peuvent écouter ça. Là. À moins que je me trompe, c'est bien ça, Philippe, là, pour cette année? Absolument. Absolument. Excellent. Alors, mot de la fin, mon cher collègue Mathieu, tu as été tranquille pendant le podcast. Je te voyais, tu absorbais les informations. Oui, en effet, j'ai été plus dans l'écoute que dans la discussion parce que c'est un excellent concept, c'est nouveau. Je pense que ça nécessite de se pencher là-dessus. J'ai beaucoup apprécié, Phil, tes explications. Comme tu l'as dit, je pense qu'il y a 2 heures de talk sur chaque interface. Euh, pour toi, Phil, par contre, j'aurais peut-être juste une question. Parce que je vous écoute beaucoup parler d'évaluation échographique et tout. Tu sais, je suis pas à votre niveau encore en termes d'évaluation échographique, mais tu parlais du capillary refill time, le temps de refilage capillaire. Est-ce que il y aurait d'autres petits trucs cliniques pour les cliniciens qui nous écoutent, qui sont peut-être moins ferrés en échographie? Tu parlais de pulse pressure, etc., diastolique. Je serais curieux de t'entendre pour nos cliniciens. C'est sûr que oui, le pulse pressure il peut être très utile. C'est sûr qu'il y a des fois il peut y avoir des faux positifs ou des faux négatifs à ce niveau-là, mais quand même, je pense qu'une combinaison de toucher le patient, de voir s'il est relativement chaud, et avec un pulse pressure qui est raisonnable, c'est quand même très rassurant pour un stroke volume ou un débit cardiaque qui est correct. À l'encontre, un patient qui est plutôt froid avec un pulse pressure plutôt étroit, même si la table peut être la même, c'est pas le même patient du tout. Là. C'est pas du tout le même patient. On avait justement un la semaine passée que on se faisait dire que c'est un embolie pulmonaire. Ah, il est pas si pire. Là. Les signes vitaux sont corrects. Il était correct, mais il était à peu près à 108 sur 74. Alors, il y avait une belle TAM, mais il était froid, il était pas bien, il était en choc, là. C'est juste parce qu'il était jeune, adrénergique, il réussissait quand même à monter une systolique assez bonne, puis il y avait un tonus pour garder sa diastolique, mais son pulse pressure était étroit, il était froid, son Capri-Fill était à 4,5. Alors, ça se fait sans écho aussi quand même. Puis juste regarder réapprendre à regarder la jugulaire.
c'est quand même très utile. Là. Si la jugulaire est à la mâchoire avec le patient en 45, là, ça va mal à la chope aux interfaces 3 et 4, là, et ça va pas là, de ce côté-là. Puis tu parlais de la pression diastolique aussi, là, de tonus. Si tu peux juste m'expliquer, là. Oui, ben c'est sûr quand la pression diastolique est un effet du stroke volume, du arterial tone et aussi du temps, parce que c'est sûr que ça s'en va toujours vers le bas. Mais c'est sûr on cherche on aime avoir un pulse pressure d'au moins 40, puis on aime avoir une pression diastolique en général au moins de 50. Alors, si on me parle de 90 sur 50, je dis, OK, on n'est pas trop pire, là. Évidemment, le plus la diastolique baisse, en général, c'est une vasodilatation artérielle là, qui est à la cause de ça, là. Fait que ça, c'est vraiment des outils faciles, je pense, cliniques, qui peuvent allumer tout le monde. Puis, tu sais, on l'a même dit hors micro, puis on se le dit souvent, tu sais, on traite pas des chiffres, on traite des patients. Fait que je pense que c'est, oui, le chiffre, mais surtout les tendances. C'est peut-être là que ça peut allumer pour aller chercher le clinicien qui est peut-être plus ferré en échographie à ce moment-là. Puis ça reste un travail d'équipe, là, le management du choc. Là. Absolument. J'ai vraiment apprécié Phil. Puis juste pour nos auditeurs, parce que Mathieu est un peu modeste, mais Mathieu, c'est probablement le seul pharmacien que je connais qui sait faire de l'échographie. Donc, c'est important de le spécifier. Même si tu dis que tu n'es pas aussi ferré que tu voudrais, tu es quand même un pharmacien qui fait de l'échographie. Puis ça aide l'ajustement de tes médicaments. Fait que c'est un message à tous les pharmaciens qui nous écoutent, qui voudraient apprendre à le faire. Vous avez le droit, vous pouvez le faire. Il y a plein de cours par rapport à ça. Fait que gênez-vous pas. Super, ça. Hey, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci Philippe encore une fois. Je le rappelle, H&R 2025, ça va être super intéressant. Gênez-vous pas pour vous inscrire. Vous avez toutes les informations sur le blog Thinking Critical Care. Gênez-vous pas pour le faire. Fait qu'oubliez pas de nous suivre sur les plateformes usuelles. Salut Mathieu. Salut Philippe. À la prochaine. Salut Yann. Salut Phil. Merci encore. Merci. Salut tout le monde. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.